Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de ce mardi 27 février dans l'actualité de ce jour. Quel est l'état de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Parlement panafricain? Le sujet a réuni ce matin le président de l'institution et le vice-président ivoirien, Daniel Cablon-Duncan. Des investisseurs indiens s'intéressent au domaine pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Ils sont en visite de prospection dans le pays. Ils ont échangé avec les acteurs du secteur, avec le Premier ministre et aussi avec la ministre de la Santé. Déjà des retombées pour la Côte d'Ivoire au Salon international de l'agriculture de Paris. Une convention a été signée pour l'équipement d'abattoirs modernes de volailles. La phase pilote va concerner 7 régions du pays. Et puis le procès des généraux à l'origine du coup d'État manqué de septembre 2015 au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi. Il a été suspendu après le retrait de tous les avocats de la défense. Merci de nous suivre sur RTI 1. En visite en Côte d'Ivoire, le président du Parlement panafricain a été reçu ce matin par le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Assemblée consultative de l'Union africaine. Mama Traoré, Awatouré. Assemblée consultative de l'Union africaine, le Parlement panafricain envisage de devenir un organe législatif de plein pouvoir capable de voter des lois opposables aux 55 États membres. Mais au préalable, les États africains doivent ratifier le protocole adopté à Malabo en 2014 consacrant ce changement de statut. Le sujet était au cœur de la rencontre entre le vice-président de la République et le président du Parlement panafricain. Nous avons parlé de la ratification du protocole de Malabo, dont la ratification ne va pas tarder. Si jusqu'à présent la Côte d'Ivoire n'avait pas ratifié, c'était tout simplement dû au calendrier national et au regard du fait que la République de Côte d'Ivoire, c'est le véritable foyer du panafricanisme. Parce qu'un pays qui accueille sur son terrain près de 26% des autres nationalités non passagères, mais qui résident effectivement et qui sont là aujourd'hui, qui vivent en toute indépendance, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire fait partie du père du panafricanisme. Et nous pensons que nous aurons tout le soutien nécessaire à l'avance de notre institution. C'est en mai 2015 que Roger Nkodo-Dang a été élu président du Parlement panafricain. L'institution, créée en mars 2004 et basée en Afrique du Sud, compte en son sein 5 députés ivoiriens. Le Premier ministre ivoirien a eu une séance de travail avec une importante délégation de l'industrie pharmaceutique indienne. C'est une visite de prospection afin de plancher sur d'éventuels investissements. L'Inde, il faut le souligner, reste l'un des pays leaders dans la fabrication des médicaments génériques. Alexis Vedrago. Une délégation indienne à la primature ce mardi. Plusieurs grosses industries pharmaceutiques la composent. Elles sont en prospection à Abidjan suite à plusieurs missions ivoiriennes en Inde. Le pays a une expertise avérée dans le domaine du médicament. Déjà, il y a 2 entreprises indiennes qui sont ici présentes, qui produisent donc des médicaments. Et nous avons bon espoir que sous peu, davantage d'entreprises vont venir. Et dans beaucoup de secteurs, les entreprises indiennes sont assez innovantes et travaillent très bien. Et le secteur des médicaments, comme vous le savez, est le secteur privilégié pour l'Inde. Nous avons une grande expérience, aussi bien en Inde même que dans le monde. Nous voulons faire bénéficier cette expérience à la Côte d'Ivoire. Plus d'une cinquantaine d'entreprises indiennes prennent part à cette mission. Elles ont rencontré déjà une centaine d'hommes d'affaires ivoiriens en vue de creuser des pistes de coopération. Au cours de cette mission de prospection, ces mêmes hommes d'affaires indiens ont échangé ce matin avec des professionnels du secteur pharmaceutique, et cela en présence du ministre de la Santé.
Le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, a été reçu par son homologue ivoirien Guillaume Soro. Les deux hommes ont poursuivi les discussions entamées lors du dernier séjour du président Guillaume Soro, début février à Paris, à l'occasion d'une rencontre de l'Assemblée des parlements francophones. Herman Guivet. Le président de l'Assemblée nationale française, François de Rugy, reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro. Occasion pour les deux personnalités de saluer l'excellence des relations de coopération qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire et de s'engager au renforcement des relations entre les deux parlements, français et ivoiriens. Une des missions que je me suis donnée en tant que président de l'Assemblée nationale en France, contribuer aux bonnes relations entre nos pays, à développer les relations internationales que les députés peuvent entretenir directement pour conforter les relations entre nos pays, surtout que la relation entre la France et la Côte d'Ivoire est une relation particulièrement forte. Et avec l'échange que j'ai eu auparavant avec le président de la République, Alassane Ouattara, avec l'échange que nous venons d'avoir, je crois que nous sommes tout à fait d'accord pour constater que les projets communs que nous avons entre la France et la Côte d'Ivoire sont des projets très importants. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a lancé une invitation au président de l'Assemblée nationale française afin que celui-ci revienne en Côte d'Ivoire dans le cadre d'une visite officielle. À chaque fois que j'ai été en séjour en France, le président de l'Assemblée nationale a reçu en audience dans son institution. Et c'est avec le même enthousiasme que nous le recevons ici. J'ai profité de l'audience que nous avons eue pour réinviter Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, cette fois en visite officielle auprès du Parlement ivoirien ici, lui permettant, comme je lui ai indiqué, de prendre la parole devant les députés de Côte d'Ivoire. Invitation à laquelle François de Rugy, le chef de l'hémicycle français, a répondu favorablement. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères vient d'achever une mission à New York aux Nations Unies. Marcel Amontano a rencontré des personnalités onusiennes. Il a également participé à des panels sur la sécurité. Le point de Michel Digré. C'est une mission marquée par plusieurs panels de haut niveau au cours desquels le ministre des Affaires étrangères a porté la voix de la Côte d'Ivoire. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale, but et principe énoncé dans la Charte des Nations Unies, était le thème du débat ministériel initié par le Koweït. Marcel Amontano donne la position de la Côte d'Ivoire sur cette problématique. Pour mon pays, le recours à la force dans le but de préserver la paix et la sécurité internationale doit être exclusivement autorisé par le Conseil de sécurité afin de lui conférer l'autorité juridique indispensable à éviter ainsi toutes les dérives et tous les abus. Le ministre a rencontré les ambassadeurs représentants permanents des pays du P5 à l'ONU, dont celui de la France, François Delattre, et la représentante des États-Unis, Nikki Haley. Il a par ailleurs eu une séance de travail avec le président du Conseil de sécurité pour le mois de février, le vice-premier ministre koweïtien. Nous avons échangé sur la situation au Moyen-Orient, notamment la crise entre Israël et la Palestine, la crise au Yémen, le problème avec le Qatar. Et nous nous sommes accordés pour dire que le dialogue doit être la seule arme qui préside à la résolution de ces conflits. Évidemment, en tant que représentant de l'Afrique de l'Ouest et du continent africain au Conseil de sécurité, nous avons abordé les différents problèmes auxquels le continent est confronté, notamment la crise en Guinée-Bissau, au Mali, en République démocratique du Congo et en République centrafricaine. Nous nous sommes accordés sur la nécessité de faire en sorte que ces crises ne soient pas inscrites à l'agenda du Conseil de sécurité pendant des décennies, comme c'est le cas de nombreuses crises dans notre monde aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire, le Koweït et les autres membres non permanents, avec le P5, vont s'engager à faire en sorte que des solutions rapides soient trouvées à la résolution de ces crises
par des innovations sur les méthodes de travail et sur les solutions à y apporter, notamment l'interaction entre le développement, l'amélioration des conditions de vie des populations et la situation de crise de certains pays. Autre temps fort de cette mission, une audience avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et une autre avec le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajčák. Une personne tuée, une dizaine de blessés, bilan d'un braquage à la Kalachnikov dans le marché de Gros de Boaké. Les braqueurs, 2 individus à moto pris en chasse par la foule, ont ouvert le feu pour couvrir leur fuite. Retour sur les faits avec Kader Sogodogo. Marché de Gros de Boaké, lundi en fin d'après-midi. Un commerçant d'Ignam revient de la banque à bord de ce véhicule. Il est surpris par 2 individus armés. Il sera dépossédé de son argent, 20 millions de francs CFA au total. Une balle est logée dans son cou. Je suis quitté à la banque pour faire des retraits. Venir rentrer au magasin, au marché de Gros, quoi. Devant le magasin, où j'ai vu ça tirer derrière moi. Donc, c'est par là il a tiré sur moi. Il y a un monsieur qui tenait une Kalachnikov, donc il tirait partout. La balle est là. Mon petit frère qui était venu prendre le sac pour envoyer dans mon bureau, lui aussi, c'est lui qui l'ont tiré premièrement même. C'est sur lui qu'ils ont tiré premièrement. Et les tombés, ils ont pris le sac. Les 2 braqueurs, assaillis par les commerçants, décident d'ouvrir le feu avec leur Kalachnikov pour pouvoir s'enfuir. Le bilan est lourd. 1 mort et 14 blessés par balle. Des blessés pris en charge au CHU. Quand ils ont fait l'opération, les gars partaient, ils ont commencé à tirer pour aller. C'est là la balle nous a pris jusqu'en haut là-bas. C'était violent. Selon les commerçants, depuis plusieurs mois, le marché de Gros connaît une insécurité grandissante. Certainement que le conseil d'administration trouvera des solutions. En attendant, les autorités policières ont ouvert une enquête pour retrouver les 2 braqueurs en fuite. Faire le bilan des activités du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, c'est un rendez-vous annuel maintenant pour le ministre Bruno Nabagné-Koné. Il en ressort qu'en 2017, le numérique a réalisé de bonnes performances, contrairement à la presse écrite qui souffre du rétrécissement de son marché. Et d'autre part, la Poste commence à relever la tête. Lancine Bakayoko. 2017, une saison abondante pour l'économie numérique, selon le ministre Bruno Nabagné-Koné. Au niveau de la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés a franchi la barre des 30 millions avec des tarifs bien étudiés. L'Internet, quant à lui, enregistre 17 millions d'abonnés pour un taux de pénétration de 72%. Beaucoup de travail a été fait qui permet aujourd'hui d'avoir une offre relativement abondante au niveau de la disponibilité des réseaux et services, en termes de conditions d'accès au réseau et aux services, en termes de coûts, en termes de qualité de service, en termes de sécurité des biens et des personnes. Pour le secteur de la communication, la libéralisation de l'espace audiovisuel est quasiment achevée. La presse écrite, elle, traverse de réelles difficultés du fait de la menace du numérique et de l'émiettement continu des parts de marché. Symbole de cette presse écrite qui se cherche, Fraternité Matin. Pour l'organe d'État, le gouvernement a mis en place un plan de redressement, son coût 10 milliards de francs CFA, sous forme d'abandon des créances et de charges sociales, d'apport en numéraire. Un plan social a été validé qui prévoit le départ d'au moins 110 travailleurs, soit le tiers des effectifs. Aujourd'hui, c'est tout le modèle économique de la presse écrite qui est à repenser en profondeur. Le gouvernement accorde sa confiance à l'ensemble de la presse, aux professionnels, aux responsables, et il est pleinement disposé à accompagner toutes les actions allant dans le sens du développement du secteur de la communication et allant également dans le sens de l'épanouissement des acteurs du secteur de la communication. Du côté de la Poste de Côte d'Ivoire, elle également en eau trouble il y a quelques années, l'espoir renaît grâce aux nombreuses réformes engagées. Des réformes qui permettent une meilleure régulation du marché.
on peut dire que 2017 aura été un tournant qui nous a permis d'apprécier la capacité de la Poste de Côte d'Ivoire à intégrer la nouvelle dimension des offres de services postaux et qui nous a permis également justement d'apprécier la capacité de cette Poste de Côte d'Ivoire à se relancer véritablement. En termes de perspectives pour 2018, le gouvernement entend poursuivre les projets d'infrastructure en cours, notamment en matière de gouvernance électronique et de numérisation intégrale de la chaîne des valeurs de la production télévisuelle. Salon international de l'agriculture en France, des abattoirs de volailles modernes vont bientôt sortir de terre en Côte d'Ivoire. La lettre de confirmation pour leurs équipements a été signée par le ministre des Ressources animales et halieutiques et par les différents prestataires du projet. La phase pilote concerne la construction de 7 abattoirs, cela dans 7 régions de Côte d'Ivoire. Hervé Blé. Le salon de l'agriculture cette année encore n'aura pas failli à sa réputation de ferme géante. 360 races y sont exposées, soit plus de 4000 animaux. Pendant 10 jours, vaches, taureaux, chèvres, moutons, béliers et cochons, mais aussi des animaux de basse-cour, sauf au regard bien souvent admiratif de milliers de visiteurs du salon. Curiosité et admiration ne manquent pas de se mêler devant des espèces de toute beauté et tout aussi rares. Un stand retient de façon particulière l'attention du ministre Kobenan Kwasi Adjoumani et pour cause. Nous sommes en train de visiter la volaille traditionnelle. Nous avons au niveau de la Côte d'Ivoire mis en place une politique de développement de la volaille traditionnelle à partir d'un projet dénommé « Une femme, un coq, 10 poules ». Notre objectif, c'est de pouvoir faire venir des coqs performants que nous allons croiser avec les poules de chez nous. Développer l'élevage de volailles, cette préoccupation n'est pas la seule concernant ce secteur. Le ministre est aussi désireux d'offrir des conditions idéales d'abattage à la Côte d'Ivoire. Pour le moment, nous avons retenu 7 abattoirs. Ce sont des abattoirs pilotes. Nous venons de signer avec nos partenaires au développement qui sont prêts donc, à aller construire ces abattoirs-là. Nous sommes dans la phase d'exécution avec l'identification des différents prestataires. 7 abattoirs qui vont pouvoir abattre dans un circuit d'hygiène, de biosécurité, environ 55 millions de volailles. Nous allons apporter l'ensemble de notre savoir-faire de manière à ce que ces abattoirs soient vraiment des abattoirs pilotes et qui soient irréprochables au niveau de la qualité. Déjà, à Abidjan ont été signés les documents relatifs à la construction de 5 abattoirs avec les Sud-Africains. Lors du dernier Sahara, au Salon de l'agriculture, viennent donc d'être signés ceux qui concernent 2 autres abattoirs, et cette fois-ci avec les Français. Coût total du projet de construction des abattoirs en Côte d'Ivoire, un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Valider le budget de la politique foncière en Côte d'Ivoire, le projet confié à l'Agence foncière rurale pourrait démarrer cette année avec 8 milliards de nos francs. La politique foncière étant un point important dans la mise en œuvre du programme national d'investissement agricole PENIA 2. Et pour aider la Côte d'Ivoire à mener à bien sa politique foncière, la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique et la Banque africaine de développement apportent au pays leur soutien technique. Il s'agit d'un projet dénommé l'Initiative politique foncière. Rencontre du Centre national de recherche agronomique CNRA et de l'Institut international d'agriculture tropicale. La culture de l'igname, point principal au centre des échanges. Il s'agit de valoriser et d'améliorer la productivité des espèces d'igname en Côte d'Ivoire. La production annuelle se chiffre à 6 millions de tonnes, soit 31% de la production totale de vivriers en Côte d'Ivoire. Jean-Luc Mangbo. Vivrière en Côte d'Ivoire, l'igname voit son développement affecté par de nombreuses contraintes liées aux attaques de parasites ou à la faible productivité du matériel végétal.
Les chercheurs ivoiriens ont ainsi développé de nouvelles variétés qui permettent aujourd'hui de lutter contre la baisse de productivité de l'igname. Nous avons pu créer de nouvelles variétés qui sont plus résistantes aux maladies, qui sont de bonne qualité culinaire et qui n'ont par exemple pas de points noirs. Nous avons aussi des variétés qui ont de bons rendements. Les rendements actuels vont autour de 6 tonnes à 10 tonnes hectares. Aujourd'hui, nous avons des variétés qui peuvent aller jusqu'à 30 tonnes hectares. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire a intégré le projet Africa Yam, dont l'objectif est d'accroître le rendement et d'améliorer la qualité de l'igname. Trouver de nouveaux types d'igname qui soient de bonne qualité culinaire, qui sont résistantes aux maladies et qui répondent aux besoins des utilisateurs. La production d'igname en Côte d'Ivoire est estimée aujourd'hui à 6 millions de tonnes. Elle représente à elle seule 31% de la production totale de vivriers du pays. Pour une bonne production, il faut un environnement préservé. C'est en 2015 que les États membres de l'ONU ont adopté le programme de développement durable à l'horizon 2030 avec 17 objectifs de développement durable et 169 cibles. Quels objectifs de développement durable prioritaires pour la Côte d'Ivoire? Grace Kando. Les Nations Unies ont adopté en 2015 17 objectifs de développement durable ODD. Ces ODD portent, entre autres, sur l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, l'accès de tous à une éducation de qualité, l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Pour identifier les cibles prioritaires des ODD en Côte d'Ivoire, une rencontre se tient ici à Abidjan. Ces 17 objectifs ont une particularité, c'est qu'ils sont universels et indissociables. C'est très difficile de les atteindre tous en même temps. C'est pour ça qu'une démarche possible, c'est de faire une priorisation de leurs cibles, donc les 169, pour savoir sur lesquels on va travailler d'abord, avant de passer aux autres. Nous avons l'opportunité de bénéficier de l'expertise et l'expérience de la francophonie, qui dispose d'un outil capital et déjà expérimenté dans la sous-région et aussi au Canada. Pour réussir la mise en œuvre des ODD, le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a élaboré une feuille de route. La sensibilisation, la consultation et la mobilisation de toutes les parties prenantes en vue d'une meilleure appropriation de ces ODD. L'identification et la validation des ODD, l'actualisation de la stratégie nationale de développement durable en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien concentrera donc ses efforts sur les cibles prioritaires définies de sorte à satisfaire les attentes des populations et à pouvoir tenir l'échéance de 2030 telle que souhaitée par les Nations Unies. Après les violences enregistrées à Bouna, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire en 2016, et après les médiations et rencontres de pacification entre les différentes communautés, le conflit intercommunautaire a fait place à l'apaisement. Eugène Atoubé revient de Bouna. Ces hommes et ces femmes sont des acteurs participant au développement économique et social de Bouna. Mais au-delà de cette contribution, ils sont aussi chargés de veiller au maintien de l'harmonie intercommunautaire, la cohésion sociale et la paix dans cette localité, jusque dans toute la région du Bonkani. Même avant le comité, nous, filles et fils du Bonkani, essayons déjà d'aller vers nos parents pour leur faire comprendre que c'est dans notre propre intérêt de s'entendre. On aura une société qui ira vers un changement total. Pas seulement au niveau de la famille nucléaire, mais même au niveau de la société complète de Bouna. Durant 3 jours, ils ont participé à un atelier de formation en leur qualité de membres du comité local de suivi de la situation de la cohésion sociale dans le Bonkani. Une structure de veille mise sur pied depuis 2016 après la violence survenue dans cette partie du nord-est de la Côte d'Ivoire. Violences qui ont pris source dans un conflit entre agriculteurs et éleveurs. À ce jour, des acquis innombrables grâce aux différentes actions de terrain menées par l'organisme Le Médiateur de la République. À l'exemple de cette rencontre de Bouna qui donne au comité local de suivi les instruments et outils nécessaires pour son opérationnalité. Nous connaissons maintenant les techniques, comment aborder deux belligérants. Nous devons être des gens qui rassemblent. Bon, chacun doit déjà dans son environnement de vie et dans sa communauté, en milieu de travail, s'exercer à la paix et à la cohésion sociale.
Il y va pour le développement harmonieux de cette région-là de la Côte d'Ivoire et pour la Côte d'Ivoire tout entière. Déjà accrédité d'actions positives sur le terrain, reste maintenant à doter ce comité de moyens nécessaires et surtout obtenir l'engagement ferme et résolu des élus et cadres au nom de cette cohésion sociale et la paix totale tant recherchée qui se mettent progressivement en place dans la région du Bonkani. À présent, un fait qui défraie la chronique, notamment sur les réseaux sociaux, l'affaire d'un jeune garçon de 4 ans porté disparu et ensuite retrouvé mort, enterré dans les alentours du CHU de la commune d'Angré. Le présumé assassin serait un bijoutier installé tout juste au bas de l'immeuble où vit la famille pleurée. Nous reviendrons sur les circonstances de la disparition du petit Aboubakar Siddiq dans nos prochaines éditions. Au Burkina Faso, le procès des généraux à l'origine du coup d'État manqué de septembre 2015 s'est ouvert ce mardi matin. Mais après son ouverture, le procès a été suspendu et cela après le retrait de tous les avocats de la défense. Sidonie Davila. Sur les 84 inculpés dans le putsch manqué de septembre 2015, 4 personnes sont absentes, dont le colonel Mahamadi Deka. Le tribunal militaire a perdu sa trace depuis sa mise en accusation, selon le procureur. 9 autres personnes sont toujours en fuite et recherchées par la justice. Le procès du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso s'est ouvert ce mardi à Ouagadougou, protégé par un dispositif sécuritaire exceptionnel. Les forces de l'ordre, positionnées sur un rayon de 200 mètres autour de la salle des banquets de Ouaga 2000, un quartier huppé de la capitale burkinabé, où le tribunal militaire a été délocalisé pour la circonstance. Les autorités ont interdit tout appareil électronique, notamment les téléphones portables à l'audience et même dans la zone de sécurité de 200 mètres autour de la salle. Le choix d'un tribunal militaire est critiqué par la défense qui redoute une justice politique aux ordres du pouvoir ainsi que par Amnesty International. Pour le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, ce procès est un test grandeur nature de la crédibilité de la justice burkinabé. Au total, 84 accusés sont jugés, 66 militaires et 18 civils pour la tentative de putsch du 16 septembre 2015 où des soldats du régiment de sécurité présidentielle RSP avaient tenté de renverser le gouvernement de transition mis en place après la chute du président Blaise Compaoré. Un procès donc suspendu après son ouverture suite au retrait des avocats de la défense. L'actualité en bref dans le reste du monde. Premier point, l'Afrique du Sud. Le nouveau président a dévoilé son gouvernement. Pour Cyril Ramaphosa, ce remaniement est le fruit d'un compromis entre la continuité, la stabilité et la nécessité de renouveau. Sidonie Davila. L'Afrique du Sud accueille ce mardi le premier gouvernement de transition nommé par son président Cyril Ramaphosa. Le nouveau chef de l'État sud-africain rappelle aux commandes plusieurs ministres qui avaient été remerciés par Jacob Zuma ces 2 dernières années. Plusieurs proches de l'ancien chef de l'État sont toujours présents. Ce remaniement signe également le retour de Pravin Gordhan aux affaires, au poste de ministre des entreprises publiques. Une vague de froid venant de Sibérie s'abat sur toute l'Europe, de Moscou à Paris, avec des températures allant jusqu'à moins 40 degrés Celsius en Italie, ou entre moins 10 degrés et moins 18 degrés Celsius en France. Cet épisode de froid n'a pu épargner la région méditerranéenne, la Côte d'Azur, les Alpes-Maritimes et le Var, qui ont été placés en vigilance orange, neige et verglas. La vague de froid qui déferle actuellement sur l'Europe est la première à cette période de l'année depuis 2005 et a déjà fait 10 morts depuis 3 jours. Après une nuit relativement calme et l'entrée en vigueur à 7h GMT d'un cessez-le-feu de 5 heures par jour, la trêve humanitaire vole en éclats en Syrie. Raids aériens et tirs de roquettes ont été rapportés mardi dans l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. 2 personnes sont mortes et 16 autres blessées, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces bombardements compromettent ainsi la trêve humanitaire quotidienne décrétée en Syrie par le Kremlin.
Selon la présidence russe, l'avenir de la trêve dépendra de l'attitude des rebelles et la fin de leur provocation. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de votre attention. La rédaction de RTI 1 et toute l'équipe de ce journal vous souhaite de passer une très belle fin de soirée.